Bonjour Bernard. Alors tu vas te présenter en quelques minutes et puis alors tu as vécu des choses très difficiles à un moment de ta vie. Si j'ai bien compris, tu as vécu la maladie, la faillite de ton entreprise et un divorce presque en simultané. C'est possible ça de vivre tout ça? Oui, c'est possible, ouais. Alors tu vas nous Bah, des expliquer un fois, peu? des fois, des fois dans la vie, les choses peuvent s'enchaîner, Ouais, mais je vais y revenir tout à l'heure, comme quoi, des fois, ça peut arriver que les choses s'enchaînent, un petit peu du mental. Mais je vais déjà commencer par le début, je vais me présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Bernard, j'ai 55 ans et je suis divorcé, j'ai 2 enfants, je vis avec ma dernière qui a 18 ans. Au début, ça a été, j'étais un bébé comme tout le monde et puis, comme un mois après ma naissance, ma mère a perdu sa maman. Elle a eu tendance pour, on va dire, heu heu, pour q pour pour combler un comme petit toute peu. personne, voilà, pour combler sa douleur atroce de perdre sa maman, elle avait 27, 28 ans. Du coup, elle a reporté toute cette affection sur ce bébé d'1 mois. Mais ce qui fait que ça a été, elle s'est, on va dire, un peu comme dans une bulle. Elle a été dans une bulle, il y avait elle, à un moment donné de sa vie, ma mère, et ce bébé, et c'était moi. Ce qui fait qu'elle m'a complètement, c'était plus de l'amour, c'était, c'était, Hyper protégé, c'est ça? Tu veux hyper dire? protégé, voilà. Moi, ce que j'avais l'impression, c'est ce que j'ai ressenti parce que j'étais, du coup devenu un gamin très hypersensible, très renfermé, hyper timide, hypersensible. C'est un peu comme si elle voulait me garder pour elle, quoi. C'est ça, ouais. Puisqu'elle m'a mis à l'école qu'à 7 ans. Je n'ai pas fait de maternelle comme tout le monde, je suis allé à l'école qu'à 7 ans. J'étais vraiment dans la jupe de ma mère Ah oui, d'accord, ouais. et du coup, ça fait de moi un gamin au départ qui était, hyper timide, complètement renfermé, et je sentais un peu comme un mal-être intérieur, quoi. J'étais vraiment, introverti, et d'une timidité maladive et hypersensible. D'accord. Et d'un côté, une mère trop aimante, trop collante, et d'un côté, un père qui était très gentil, mais c'était l'inverse. Très peu communicatif, assez distant. Assez distant, et un père comme tout gamin on essaye d'avoir une figure paternelle, comme tout enfant, j'essayais d'atteindre, l'affection d'un père, donc attirer l'attention, voilà, comme tout enfant là. Et puis j'ai toujours eu un peu de mal à avoir, son attention et à avoir un petit peu son affection. Je pense qu'il nous aimait, mais c'était quelqu'un de pas très démonstratif. Et puis en grandissant, comme j'ai, je me suis aperçu que j'avais trop d'attention sur moi par rapport à mon frère et ma sœur. En plus, au fur et à mesure de mon enfance, on m'avait raconté l'histoire de cette grand-mère qui était morte, qui était décédée, peu de temps après ma naissance. On me chantait souvent, l'anecdote de ce drame. Elle est décédée d'une crise cardiaque en mettant ses bas. Elle était en train de s'habiller. Elle était toute contente d'aller voir ce petit-fils qui venait de naître il y a un mois. Oui, Elle s'est baissée pour mettre ses bas, son cœur a lâché, elle a fait, une crise cardiaque. Et moi, inconsciemment, je pense que dans mon petit cerveau d'enfant, je me suis posé la question: «Est-ce que je ne suis pas le responsable oui, de d'accord. de ce décès?» Donc j'ai commencé à, mmh, à à développer un sentiment de culpabilité par Ouais. rapport à cette, grand-mère qui était décédée en venant me voir. Bon, je n'avais aucune raison de me sentir responsable, mais à l'époque, je ne le savais pas. Je me sentais un petit peu aussi responsable, parce que mon frère était complètement différent. Moi, j'étais dans ma bulle avec ma mère et j'avais l'impression qu'il avait été un petit peu mis de côté. Pour ma sœur, c'était différent parce que comme elle était handicapée, elle était déjà, traitée un petit peu comme une enfant parce qu'elle était handicapée. Et du fait que j'avais du mal à avoir l'attention de ce papa, j'avais l'impression, d'être un peu comme un concurrent, quoi.
qu'il avait plus beaucoup l'attention de cette épouse à cause de cet enfant qu'elle avait cajolé parce qu'elle était pour masquer sa douleur de la mort de sa maman. Ce qui fait que ça n'a pas été évident pour moi dès le départ d'arriver à trouver ma place Oui, au sein de la maison parce que j'avais développé cette culpabilité par rapport au reste de la famille. J'avais l'impression de gêner un petit peu, voilà. oui, je Ce qui comprends fait que bien. j'ai créé inconsciemment une barrière qui faisait que j'étais un gamin, même à l'école, j'y suis allé à 7 ans en plus, timide, qui avait du mal à aller vers les autres. Donc après, j'ai fait comme tout le monde. Et à l'école, je me sentais pas à ma place. J'avais tendance à m'ennuyer, à beaucoup m'ennuyer à l'école. Mhm. Et après, du coup, je suis allé en professionnel. J'ai fait un apprentissage en boulangerie-pâtisserie. Et puis, à l'aube de mes 20 ans, j'ai rencontré celle qui allait devenir la mère de mes enfants. Je suis parti un mois après à l'armée. Et comme je suis parti en Allemagne, je ne sais pas si c'est le fait que j'étais éloigné du jour au lendemain de mes proches, de la femme que j'aimais et de ma famille, à cause de cette aussi anxiété et hypersensibilité qui était ma nature, hein, quelqu'un de stressé, anxieux et hypersensible. Au bout de quelques semaines, quelques mois, je suis tombé malade. En plus, ça, je ne pouvais rentrer qu'une fois par mois pendant mon service militaire. Je suis tombé malade. Ils ont mis un peu de temps parce qu'à l'époque, ils connaissaient pas, c'était pas très connu cette maladie. Et au bout de 2 bons mois, peut-être au bout de 2 bons mois, ils ont découvert, on m'a diagnostiqué une maladie de Crohn. D'accord, donc ça C'est une arrivait jeune. maladie chronique de l'intestin qui est D'accord. assez compliquée à soigner. Donc ça a été assez compliqué. J'ai fait 2 mois donc l'hôpital en Allemagne, le temps qu'ils le découvrent. Après, j'ai été rapatrié au bout de quelques mois. Je suis encore resté 2 mois dans un hôpital militaire en région parisienne. Et au bout de 4 mois, et entre-temps j'avais fait 7 mois de caserne, j'ai été rapatrié et réformé et donc rapatrié auprès des miens. D'accord. Bon, après, la maladie, les débuts, ça a été assez compliqué les premières années. C'était en dents de scie, ça allait bien. De temps en temps, des petits séjours à l'hôpital. C'était un peu compliqué. Après, on s'est mariés. Un premier enfant, notre première fille en 91. Et puis en 98, pour, on va dire, s'éloigner un peu du stress de la grande ville, on était en région parisienne à l'époque, euh, pour s'éloigner du stress de la grande ville et puis et le stress de la grande entreprise. Je travaillais pour un grand groupe parisien à l'époque. On a décidé de partir en province pour s'installer. Mon D'accord. rêve à l'époque, c'était de m'installer comme artisan en boulangerie-pâtisserie. Donc, on est parti en Bretagne en 98. En 2001, on a eu notre deuxième fille en début d'année 2001. Et fin 2001, je suis retombé malade. Je pense que c'était le peu du. C'est vrai que quand on est artisan, Ouais. c'était dans une petite commune en plus, il faut faire la fabrication, la gestion, tu vois, c'est beaucoup plus de stress quand on est artisan, quand on est son propre patron et Ouais, quand on n'a pas de personnel. ouais, Je ouais. suis à nouveau tombé malade. Et là, le diagnostic est tombé. J'avais fait une infection au côlon. Il fallait m'opérer d'urgence. C'était entre les 2 réveillons en plus. Oh là là, Et je n'avais pas de personnel. ouais, le gros stress, hein. C'était vraiment urgent. Il fallait au départ, le symptôme, il fallait m'enlever le côlon, voire même le rectum. Donc, Mon Dieu. c'était assez urgent, c'était grande urgence. J'ai réussi à trouver vraiment par miracle un jeune boulanger qui était sans emploi à ce moment-là. Je l'ai formé. Bon, il connaissait son métier, mais je lui ai montré. Il est venu une nuit avec moi.
un peu comment on faisait. Ça a été à l'arrache. Je suis retourné donc aux urgences, on m'a opéré et finalement, quand ils m'ont opéré, donc j'avais 30 centimètres d'intestin qui était encore de côlon qui était encore bon. Donc on a pu sauver, on m'a enlevé 90 de mon côlon et j'ai pu garder mon rectum. Voilà. Aïe, aïe, Donc ça a dur. été très compliqué. J'ai eu donc et après ça s'est enchaîné, j'ai eu 6 opérations en 11 ans. J'en ai une, celle-ci était de 2001, 2001-2002, c'était le passage à l'euro. Ensuite, j'ai Super. fait une éventration, j'ai dû être opéré, on a dû me mettre une plaque en 2005. En 2009, fin 2008, début 2009, je me suis réveillé une nuit, euh, j'étais trempé et puis voilà, je me suis aperçu que j'avais fait ce qu'on appelle en termes médicaux une fistule, c'est-à-dire que quand l'intestin, à cause de la maladie de Crohn, est trop enflammé, Ouais. une fistule, c'est une sorte de canal qui va se creuser, il va se nécroser dans la paroi intestinale et il va vouloir rejoindre un autre organe ou alors il va vouloir rejoindre la peau. C'est ce qui s'est passé. L'intestin a créé, en se nécrosant, un canal qu'on appelle une fistule et il a rejoint la peau. Donc il a percé la peau. Donc urgence à l'hôpital. Oh mon Dieu, dur. Donc cette année-là, en 2009, 2 opérations. Une première pour me mettre une poche et au moment, quelques mois après, de remettre tout en place, puisqu'il avait fallu donc enlever un petit bout d'intestin pour enlever celui qui était abîmé, qui avait été infecté. Au moment de tout remettre en place, comme j'avais un petit peu, on va dire, J'imagine les souffrances aussi, hein. ouais, le moral en bas des chaussettes, l'opération pour tout remettre en place et enlever les poches n'a pas fonctionné. Ils ont été obligés de me remettre à nouveau une poche. Et ça a duré comme ça. J'ai dû porter des poches pendant 5 ans. Voilà. Et donc après, ça s'est enchaîné. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure. Oui, Ça souvent, s'est enchaîné malheureusement. en 2011 entre le commerce qui ne fonctionnait pas parce que c'était assez compliqué. Ceux qui étaient avant nous avaient un petit peu délaissé ce commerce. Donc nous, on est arrivés prêts et dispo à faire tourner notre commerce. Et on s'est aperçu petit à petit que les premiers propriétaires avaient un petit peu s'étaient mal comportés avec la clientèle. Les Ah clients oui. qui venaient dans le commerce qu'on avait acheté avaient décidé de ne pas faire vraiment. Ils se sont dit cela, tant que les propriétaires des murs, c'est monsieur et madame Intel, on les fera pas travailler. Et la preuve, puisque derrière nous, il est passé, une fois Plusieurs qu'on est obligé commerçants de partir, nous, il est passé au moins 4 autres couples de boulangers, qui n'ont pas tenu non 4 plus. ou 5 derrière nous. Et D'accord. c'est énorme. Oui, En 7 ans, oui, tu m'avais dit. 5 artisans qui n'ont pas tenu, qui n'ont pas pu faire, qui n'ont pas pu faire Oui, leur marcher correctement un commerce, ouais. c'est quelque part, il y a quelque chose. On ne peut pas tomber sur 5 personnes qui ne sont pas compétentes, c'est pas Non, 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 possible. non, ça ne marche pas. Donc ceux qui étaient avant nous, ils sont restés 2 ans. Et nous, on avait envie d'y aller, donc on est resté 6 ans, et puis bah voilà. Et donc en 2011, on a dû partir, donc on est parti en liquidation judiciaire. Derrière ça, notre couple, c'est vrai que entre être Bien, ouais. mariés et avoir chacun notre travail et, et un couple qui travaille ensemble, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, puis Et avec vos ça peut épreuves arriver des aussi. fois qu'il peut y avoir. Pardon? Et puis avec vos épreuves, ta maladie plus Les la épreuves, famille, la maladie, tout ça, c'est pas évident. ça Entre rajoute. la maladie, le fait de travailler ensemble, des fois, c'est pas évident. On est tellement à fond, des fois, la tête dans le guidon dans notre boulot, ce qui fait que des fois, les rapports sont un peu plus houleux. Ça, la maladie qui vient mettre son grain de sel, l'entreprise qu'on avait beau se battre pour la faire tourner,
ça ne fonctionnait pas. Donc, dans la volée, donc on a dû partir, soit on a fait une action judiciaire. On s'est séparés. Tout en même temps, là, après, ça Voilà, s'enchaîne. tout en même temps. Donc, comme on était artisan, on a le droit à rien. On n'a aucune Ouais. couverture de Dans chômage notre ni vie, rien. oui, c'est vrai. Tu as le droit à rien. Les Elle est galères. retournée en région parisienne chez ses parents. Moi, j'ai dû, à 47 ans, retourner chez papa et maman, Ouais, parce alors qu'ils nous avaient suivis ouais. en Bretagne. Comment tu étais psychologiquement, là? Comment tu as pu, Psychologiquement, j'étais au plus bas. Je me j'imagine? sentais comme excusez-moi du terme, comme une merde. Je me Ouais, sentais je inutile, compatis. un poids pour ma famille, comme un poids dans cette société. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais porter peut-être des poches toute ma vie ou des couches, parce que c'est vrai que la maladie de Crohn, c'est quelque chose de particulier. Ouais, c'est pas C'est facile. sans arrêt, c'est des fatigues, on est sans arrêt fatigué, sans arrêt des diarrhées, des maux de ventre, des Ouais, douleurs abdominales, matin, midi et soir, quoi, sans arrêt les douleurs. Je faisais de l'anémie. Il ouais, m'arrivait d'avoir parfois des soins infirmiers 3 fois par jour, parce que des fois les poches ne tenaient pas. J'avais parfois aussi du sang dans les selles la totale. et j'étais complètement anémié. Il m'est arrivé d'avoir des perfusions entières des poches entières de fer, Ouais, sous forme de j'imagine. perfusion, Ouais, tellement que j'étais anémié. J'avais à l'époque parfois jusqu'à 21 médicaments par jour, tellement j'étais au plus mal. J'étais vraiment complètement déprimé. ouais. Je me disais: «Mais Comment tu as gardé le moral à ce moment-là, quoi? voilà, j'étais vraiment au plus bas. Ouais, Je t'avouerais même que j'ai même pensé à disparaître. Je me d'accord. sentais vraiment inutile, quoi. Alors Ouais, ce qui m'a sauvé un petit peu, ce qui m'a sauvé dans mon malheur, c'est qu'à l'époque, quand on s'est séparés, on est repartis chacun de notre côté, moi et mon épouse, j'ai vu que ma petite dernière, Marina, qui avait 10 ans, heu, j'avais prévu de lui laisser la garde. Je trouvais ça normal. Et puis un jour, ma petite fille vient me voir, on venait de se séparer. Sa maman était partie, en avance en région parisienne, le temps de retourner chez ses parents. Et donc comme c'était la période des vacances, après la liquidation judiciaire, on avait été obligé de partir. Hem, je devais la garder pendant une partie des vacances et après je devais lui remettre. Mais ma fille vient me voir, on était en train de faire les cartons, chacun de nos cartons. Elle vient me voir, elle me fait: «Je sais papa qu'il est prévu que j'aille vivre avec maman». Et d'un seul coup, elle me regarde, puis elle me fait droit dans les yeux, puis elle me fait: «Oui, mais moi, papa, ce que je veux, moi, c'est rester vivre avec toi». Alors, va savoir ce qui s'est passé là-dedans. C'est un peu comme si mon cœur allait exploser. ouais, tu un petit peu sauvé quelque part. C'est un peu comme si j'avais un incendie, le feu s'était déclaré en moi. Je me suis dit: «Je peux pas lui dire non, je ne peux pas te permettre de vivre avec moi, va avec ta mère». Je me voyais mal lui briser le cœur. Tu J'ai as sauvé. réfléchi, je m'étais renseigné à l'époque et on m'avait dit: «Bah, si vous la laissez partir, en région parisienne, avec sa mère, vous ne pourrez pas accéder à son désir». Donc j'ai décidé je me suis dit: «Après tout, pourquoi pas?» Et du coup, j'ai gardé ma fille avec moi, pas dans mon malheur Ça a été ton qui m'a moteur, quoi, permis de réagir. ton moteur. Quand voilà, quand, ma fille m'a dit: «Papa, je veux rester avec toi» et j'ai mon instinct qui m'a dit: «Bernard, tu peux pas baisser les bras, tu n'as pas le droit. Tout à Tu fait. dois penser à ta santé, à remonter la pente, à te battre pour toi, ta santé et ta fille». Donc c'est ce que tu Et as ce fait qui fait que rapidement. j'ai eu un déclic Ouais. et j'ai décidé de m'accrocher et de remonter la pente, quel que soit le temps que ça dure, quoi. Et puis, Et donc tu as ça a mis, été long et compliqué puisque, j'imagine. comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai eu donc 6 opérations. Heu, en 2013, donc ça a été un peu l'année de la j'appelle ça la dernière chance. C'est la dernière opération qu'on m'a proposée avec les aléas, enfin pas les aléas, hem,
les progrès de la science et de la médecine, un chirurgien m'a proposé une nouvelle plaque abdominale pour mettre à l'intérieur, pour maintenir tout l'appareil intestinal, vu que j'avais fait une éventration. Une nouvelle plaque qui était hyper perfectionnée, qui était bio-végétale, ce qui fait qu'une fois qu'elle est installée, avec le temps, les muscles viennent se greffer sur cette plaque. Ouais, Parce que les 3 solutions qu'on me proposait, c'était soit on me remettait tout en place et la maladie, peut-être qu'elle pouvait revenir et récidiver, soit j'acceptais de vivre avec des poches toute ma vie, et ça, il n'en était pas question. Et la troisième, c'était la solution, c'était cette nouvelle plaque la meilleure solution. Ouais. voilà, plus perfectionnée, avec moins de risque de récidive. Ça, Donc c'est j'ai dit, on y va, on se lance. Donc ça a fonctionné. Bon, ça a été très long et très douloureux comme convalescence. Et puis j'avais pas trop le moral d'un côté parce que j'ai dû mettre des années et des années avant de retourner en milieu professionnel. Il n'était pas question que je reste à la maison sans travail. J'étais habitué pendant plus de 30 ans, j'ai bossé dans la boulangerie-pâtisserie, donc donc ça devait être dur. je me voyais mal de rester une bonne partie de ma vie sans travailler. Et puis après, ensuite, en 2014, j'ai pu faire des formations de reconversion et j'ai pu, vers fin 2014, début 2015, retourner dans le milieu du travail. Puis j'ai fait une reconversion en cuisine et j'ai commencé à trouver des boulots en cuisine collective. Voilà. Bien, bien, bien. Mais après quelques années, en 2017, entre-temps, les dégâts étaient là. Ces problèmes de soucis de vie, de santé, de maladie. Je m'étais réfugié. Ça arrive des fois quand on est au plus mal. Il y en a, ça peut être l'alcool, il y en a d'autres, ça peut être le tabac, la drogue, le sucre. Moi, mon refuge, ça a été la nourriture. Je me suis réfugié pendant toutes ces années où j'étais au plus mal dans la nourriture. Donc, le constat a été là en 2017. Je faisais 115 kilos pour 1m73. Et puis un jour de juin, j'ai eu un déclic en allant chez ma fille qui était au bord de la mer. Ma fille est née. Après un petit pique-nique et une petite baignade en mer, en me rhabillant, je me suis aperçu que je ne pouvais pas atteindre les lacets de mes chaussures. Et c'est là que j'ai eu un deuxième déclic, que j'ai à nouveau entamé un nouveau combat. Voilà, le mental, très important, le mental. Ouais, voilà, c'est le mental. Et voilà, je me suis dit, voilà, il faut absolument que tu fasses quelque chose. Tu as 53 ans, c'était il y a 2 ans. Et là, tu as fait un coaching. Pardon? Tu as fait un coaching à ce moment-là, c'est ça? Un coaching, oui, non. J'ai fait plutôt un programme de remise en forme. Où il y avait une personne qui me suivait pour donner des conseils par rapport à l'équilibrage alimentaire, le sport, tout ça. Donc, ça n'a pas été trop difficile pour moi. Ils n'avaient pas besoin de me surveiller trop parce que j'étais vraiment déterminé. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai senti le feu en moi, ce qui fait que j'étais inarrêtable. J'avais cette sensation d'avoir gagné d'avance, même si je me posais la question, ça se trouve, je vais peut-être pas réussir, ça se trouve, je vais peut-être craquer à nouveau. Tu avais vécu pour tellement la nourriture, tout ça. Et puis donc, j'étais tellement déterminé que voilà, j'ai rééquilibré mes repas. J'ai fait ce que dans le milieu nutritionnel, on appelle une détox. Oui, oui, oui. C'est-à-dire manger pendant une semaine, pas manger de sucre, pas de protéines animales, pas de produits laitiers, juste fruits, légumes, des protéines végétales et des céréales et féculents sans gluten. Pendant une semaine, c'est ce qu'on appelle une détox, c'est pour détoxifier l'organisme, boire beaucoup. Et pendant cette première semaine détox, j'ai perdu 6 kilos. C'est un petit peu l'avantage dans une détox, c'est que ça prépare l'organisme à perdre du poids et ça le détoxifie. Mais il y avait une aide aussi psychologique ou pas dans ce programme? Non, c'était que... Pas à ce moment-là. À ce moment-là, c'était vraiment c'était une aide d'un ambassadeur de ce programme de remise en forme. Ah oui, et j'étais tellement motivé, donc ils étaient là pour nous soutenir. On avait aussi un groupe communautaire sur Facebook pour s'entraider. Alors, comme j'étais quelqu'un qui a toujours aimé la cuisine, j'allais moi-même souvent
cuisine, parce qu'à l'époque, j'étais déjà un bon cuisinier. Et je me sentais pas parce que beaucoup de gens me disent souvent: «Ouais, un programme de mise en forme, c'est un régime». Non, c'est pas un régime, c'est un rééquilibrage Ouais, alimentaire. c'est ça. Moi qui ai toujours eu un bon coup de fourchette, qui a toujours été gourmand, je ne me privais pas, je me faisais des belles assiettes, je donnais de la couleur, C'est je bien. donnais du volume à mon assiette, comme ça j'avais toujours l'impression Ouais, c'est bien. d'avoir beaucoup, voilà. Et grâce à ça, en 4 mois, j'ai perdu 25 kilos. Bravo. 4 mois de programme de remise en forme. Alors, en équilibrant mes repas, en me remettant au sport. En Bien, plus de ouais. ça, bon, j'étais pas un grand sportif. Par contre, ce qui m'avait toujours plu, c'était la natation. Donc, comme c'était les beaux jours quand j'ai commencé ce programme, j'avais repris les abonnements à la piscine. Je faisais 3 fois 1 heure et demie de longueur par semaine. Donc ça m'a beaucoup aidé. Il n'y a rien de tel que la natation pour bien Mmh, c'est un sport qui fait marcher vraiment tous les muscles. tout à fait. Ça, puis je m'étais entre-temps inscrit à une salle. Au début, je n'étais pas un grand sportif. Je commençais les petites séances de 10 minutes, un quart d'heure le matin, 10 minutes, un quart d'heure le soir. Et puis Et à force, bah, je me suis habitué. Et bah, maintenant, j'aime faire le sport. Euh, je fais en général un jour sur deux. Voilà, parce qu'il faut aussi que les muscles se reposent. Il ne faut pas non plus faire attention à pas trop pas se blesser non plus. Donc l'idéal, c'est de faire un jour sur deux, faire au moins 3 séances. On peut faire plus de séances, hein, mais en les faisant plus petites. On peut faire des séances intensives et en faire même 5 fois par semaine si les gens y veulent. l'important, c'est la Voilà, régularité. on fait travailler pas toujours les mêmes muscles. On peut faire les abdos un jour, Ouais, on ouais. peut faire les bras le lendemain et ainsi de suite. On peut faire du Ce qu'il faut, c'est Une régularité. changer un petit peu les mouvements et voilà. Et au niveau Et mental, Bernard, alors après, comment tu as été entre-temps, soutenu? Qu'est-ce que alors là où ça a commencé, où j'ai commencé à travailler mon mindset, c'est qu'entre-temps, on m'avait demandé à moi-même de devenir ambassadeur. Et D'accord, comme ce programme m'avait permis de retrouver un meilleur mental, retrouver mon énergie, mon sommeil et retrouver une partie de ma santé. C'est là que j'ai décidé de devenir à mon tour ambassadeur. Et du coup, j'ai commencé à connaître le développement personnel. Je me suis intéressé au développement personnel. J'ai commencé la méditation. J'allais voir d'accord. des vidéos sur YouTube de personnes qui sont réputées dans le développement personnel. Le docteur Wayne Dyer, Louise Hay. Oui, oui, d'accord. Et Louise Hay, qui a eu un sacré vécu par rapport à ça, qui a prouvé dans sa vie à 94 ans, parce qu'elle est morte à 94 ans, qu'avec tout ce que le vécu qu'elle a eu, qu'elle a pu reprendre sa vie en main. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à reprendre ma vie en main. Je me suis intéressé à la méditation, je me suis remis à la lecture, Bien. Mmh. des musiques douces, et surtout dans le développement personnel, ce qui est important, c'est de finalement, euh, c'est de reprogrammer un petit peu notre mental Tout à fait. Ouais, pour ouais. avoir un maximum de pensées positives. Parce que on a à peu près, dans le monde du développement personnel, tu as déjà dû entendre parler qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour, Mmh. et que souvent, à cause de ce vilain coquin de subconscient, il y a souvent 80% de ces pensées qui sont négatives. Oh, oui, oui, oui. Et voilà. Et donc, ce qui fait que le développement personnel, c'est arrivé en faisant des petits rituels À par s'équilibrer. Ouais, la méditation, des affirmations positives, euh, voir les choses d'un autre angle aussi. Ouais, ouais, ouais. voir la vie d'une autre façon. Tout à fait. On ne peut pas avoir que du positif tous les jours, c'est pas possible. Mais Non, j'ai appris, moi, en développement c'est trop bien. personnel, que en travaillant ses pensées, en travaillant son mental pour avoir de, de, de meilleures pensées, des pensées plus positives. Les pensées négatives, c'est normal qu'on en ait régulièrement aussi tous les jours. Ce qu'il faut en développement personnel, c'est au lieu de se défendre, c'est-à-dire d'avoir peur de ces émotions négatives, c'est les laisser vivre et les accepter. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, elles arrivent, on va sentir une émotion négative,
il faut l'accepter, la laisser arriver en nous, Tout à fait, ouais. de dire voilà, j'ai une pensée négative, je suis un petit peu frustré, je sais pas, j'ai de la La vivre. colère qui vient, la laisser vivre et lui demander de partir. Voilà. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir un meilleur mindset. Super, et tu as Je fait une sens que rencontre aussi. j'ai fait un travail important là-dessus parce que Oui, maintenant que les émotions soient positives ou négatives, je les sens arriver et c'est vrai que du coup, on est beaucoup plus sensible aux émotions, qu'elles soient oui, positives ou négatives. Et ce qui est important il y a des émotions qui sont importantes souvent dans notre société, même moi dans mon enfance, du fait que j'étais quelqu'un d'hypersensible, il y a des émotions qu'on a tendance à rejeter parce qu'on trouve qu'elles sont, oui, qu'elles sont dans notre mauvaises. société, à les prendre pour des faiblesses. Ouais, C'est ouais, la vulnérabilité et la sensibilité. c'est vrai. Et la Alors que c'est les plus belles. vulnérabilité, la vulnérabilité et la sensibilité, ce sont des émotions qu'il faut laisser vivre, qui sont des forces au contraire. Parce C'est que vrai. moi, dans ma vie, avec ce que j'ai vécu, comme je t'ai raconté, Est-ce que tu peux me donner ton message d'espoir pour, voilà, pour les personnes qui nous regardent? Est-ce que tu peux nous dire en 1 minute un message d'espoir? alors le message que j'essaie de faire passer avec tout ça, c'est que quoi qu'il arrive dans la vie, quels que soient les passages que l'on passe, notre vécu, la santé, la maladie, les accidents de la vie, frustration, tout ce qu'on a pu traverser, tous les obstacles, on peut changer quelque chose en faisant un travail sur soi, un travail intérieur, en travaillant l'amour de soi. Parce que quoi qu'il arrive, les relations avec les autres sont importantes. Et si on veut avoir de bonnes relations avec les autres, la relation la plus importante qu'on doit avoir, c'est la relation qu'on doit avoir avec nous. Et tout ça, ça peut jouer sur nos réactions par rapport aux événements. Voilà. En gros, c'est notre façon de réagir face aux événements qui peuvent nous faire changer notre vie.